Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver comme ça samedi dans le cadre du Forum libéral. Et samedi dernier, comme je vous l'avais promis, j'ai abordé les débuts de la carrière politique de Mme Michel Chevry. Et je vous ai promis pour aujourd'hui de parler un petit peu de la déclaration de Basse-Terre. Alors, comme je vous l'avais dit, à la fin de l'émission de samedi, je vous ai présenté ce document qui est une interview que Mme Michel Chevry avait donnée au journal France Antilles, numéro France Antilles du 21 juin 1982. Je garde bien mes archives. Et que disait Mme Michel Chevry dans cet entretien: je suis contre l'Assemblée unique. Je suis contre l'Assemblée unique. Et elle a présenté des arguments pourquoi elle était contre, notamment, je vais vous dire, Mme Lucette Michel Chevry, présidente du Conseil général, a bien voulu répondre aux questions de France Antilles sur la décentralisation. On notera le ton serein de cet entretien et le parti pris d'utiliser systématiquement le bon côté des choses. Mme Michel Chevry ne désespère pas de créer un climat d'union et de travail constructif, tant au sein de l'Assemblée qu'elle préside qu'avec les diverses administrations qui sont appelées à collaborer de plus en plus étroitement avec le Conseil général. Alors là, c'était le début de la décentralisation. Alors, pour que nous soyons très bien informés, je vous rappelle que donc Mme Michel Chevry était devenue ministre. Ministre de l'Action humanitaire et des droits de l'homme. Je vais vous montrer son ministère, voilà. Alors voilà le document. C'était le cabinet ministériel de l'époque de François Mitterrand. C'était pour la deuxième mandature de François Mitterrand. La première mandature, c'était 81, et la deuxième mandature, c'était 93. Et Mme Michel Chevry était ministre déléguée à l'action humanitaire et aux droits de l'homme. Et son ministère était placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, du ministre des Affaires étrangères, qui était M. Alain Juppé. Alors, ce ministère dont elle a occupé avait quand même un caractère important, puisque ça dépendait du ministère des Affaires étrangères. Ça fait partie des ministères régaliens, comme on dit. Mais elle avait un tout petit cabinet. Son cabinet était constitué de 3 personnes, de M. Gabriel Keller, conseiller aux affaires étrangères de première classe, qui était directeur de cabinet. Le chef de cabinet, c'était M. Jean-Bertrand Bobin, et il y avait des conseillers techniques, notamment M. Marc Ploum, magistrat, Mme Nicole Michel-Angéli, secrétaire des Affaires étrangères. Voilà le cabinet. Donc c'était un petit ministère, mais qui dépendait d'un gros ministère qui était celui de M. Alain Juppé. Alors M. Alain Juppé, ce n'était pas n'importe qui, comme vous savez. Et le président Chirac disait d'Alain Juppé, c'était le meilleur d'entre nous. En parlant d'Alain Juppé, il disait que Alain Juppé était le meilleur d'entre nous. Et dans le gouvernement en question, Alain Juppé occupait le poste de ministre des Affaires étrangères, avec un cabinet très important, bien entendu. Alors voilà. Alors pour revenir à Mme Michel Chevry, elle avait dit en 82 qu'elle était contre l'Assemblée unique. Et on peut se comprendre ça, puisque l'Assemblée unique avait été déjà programmée pour que les élections aient lieu à une date bien précise. Mais elle savait qu'elle n'aurait pas eu de majorité, il faut comprendre. C'était la décentralisation qui venait de démarrer, Mitterrand est au pouvoir, et dans ce cas-là, il n'avait pas de possibilité d'avoir une majorité populaire, puisque la Guadeloupe était plutôt à gauche
parce que la Guadeloupe avait voté Mitterrand contre Giscard d'Estaing, dont elle faisait la campagne. Elle faisait campagne pour Giscard d'Estaing. Mais ils ont été battus. Alors, bien entendu, Mme Michel Chevry n'est pas tombée de la dernière pluie et elle a pensé faire autre chose. Et c'est ainsi qu'elle a imaginé la déclaration de Basse-Terre. La déclaration de Basse-Terre, où elle était censée prendre la tête d'une large coalition entre les présidents des régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Voilà la déclaration de Basse-Terre. Je l'ai sous la main là. Et que disait le texte de la déclaration de Basse-Terre? Les présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique ont déclaré le 1er décembre 1999 vouloir unir leurs efforts afin de bâtir un projet de développement économique, social et culturel impliquant la prise en compte des identités propres à chaque région. Ce projet est connu sous le nom de Déclaration de Basse-Terre. Projet de développement avant tout, il doit permettre, après consultation des populations concernées, vous entendez bien, après consultation des populations concernées, ça veut dire un référendum, une réforme statutaire conférant aux régions la maîtrise des moyens nécessaires à leur développement dans le cadre de la République française et de l'Union européenne. Par une délibération approuvée à l'unanimité de ses membres, le Conseil régional de la Guadeloupe a décidé de créer un comité de suivi de la déclaration de Basse-Terre. Le questionnaire ci-après a été établi par ce comité de suivi pour servir de base à une vaste consultation des Guadeloupéens. Il est d'une grande importance que vous répondiez au présent questionnaire destiné à faire valoir par des voies démocratiques les aspirations et les choix des Guadeloupéens. Alors, bien entendu, il y a tout un questionnaire, etc., etc. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail du questionnaire, le temps soit trop court. Alors, bien entendu, vous savez bien que quand il y a action politique, les courants sont engagés, la droite, la gauche. Madame Michel Chevry a en quelque sorte gagné une première manche en faisant la déclaration de Basse-Terre parce que le président de région Martinique était M. Alfred Marie-Jeanne, qui était un indépendantiste, et M. le président de la région Guyane, M. Karam, était un homme de gauche aussi. Disons qu'il était socialiste, mais plus ou moins allant plus loin. Bref, donc les gens se sont mis en mouvement. Et rappelez-vous qu'il y avait eu un document à l'époque de Mme Girardin qui avait créé une loi d'orientation pour les départements d'outre-mer et qui permettait qu'on crée des conseils, des congrès. Et Mme Michel Chevry, présidente du Conseil général à l'époque, a été dans l'organisation du congrès. Et c'était M. Gillot qui était président du département à l'époque. Et il y a eu le premier congrès. Bien entendu, il y a des voix de divergence qui se sont prononcées à cette occasion-là. Par exemple, voilà un petit article de Nicomède Gervais, mais je ne vais pas vous le lire en entier. Les élus planchent sur un projet statutaire. 11 élus de chaque collectivité sont chargés avec des experts en droit constitutionnel, en économie et en fiscalité d'élaborer un projet guadeloupéen. Conformément à la loi d'orientation, après le président du Conseil général, Jacques Gillot, c'est le président du Conseil régional, en l'occurrence Lucette Michel Chevry, qui assurera pour 6 ans la présidence du Congrès. Voilà.
continuons. Moi, tout ce qui est écrit par la presse, hein, c'est pas moi qui invente quoi que ce soit. Mais, quand il y a eu l'Assemblée unique, la droite qui était minoritaire, avec Mme Chouchevry à la tête, puisque Mme Chouchevry était présidente à l'époque de Objectif Guadeloupe, ont mené une campagne de déstabilisation de la loi. La loi avait été votée à l'Assemblée nationale, comme je vous dis, le ministre de l'Outre-mer de l'époque, c'était M. Emmanueli, qui avait dit d'ailleurs une grosse connerie, en pleine Assemblée, il avait dit, la droite, vous avez tort parce que vous êtes minoritaire. On ne dit pas ça. C'est pas parce qu'on est minoritaire, on a tort. On présente des arguments qui peuvent être débattus, et c'est toujours par un vote qu'on accepte ou qu'on rejette un projet. Et donc, il y a eu une coalition contre l'Assemblée unique, avec Mme Chevry en Guadeloupe et dans les autres départements d'outre-mer qui étaient, vous savez, voyez ce qui se passe actuellement en Haïti, c'est la préfiguration de ce qui pourrait être en Guadeloupe si jamais nous devenons indépendants. On parle de oligarques en Haïti, mais nous avons aussi nos oligarques en Guadeloupe. Nous sommes protégés contre les oligarques parce qu'il y a l'autorité française. Il y a l'administration française qui ne permet pas n'importe quoi. Et il y a surtout le ministère des Finances, qui quand même, le ministère des Finances, qui par les impôts, retient les gens. Alors, le député Esdras avait fait un article, dans France Antilles toujours, et il disait, en l'occurrence, à la fin de son article, d'autre part, celle d'une minorité qui recherche la rupture avec la France et qui affiche la prétention de détenir le monopole de la doctrine et le secret de la connaissance des processus historiques s'agissant du devenir de nos populations. D'autre part, celle de l'immense majorité réunissant ceux qui refusent l'aventure et la régression, mais désirent le progrès social et économique, qui ne conçoivent pas en dehors de la France et du statut départemental. C'est leur voix que doit écouter le gouvernement, c'est leur action que doivent soutenir les démocrates de la métropole. C'était signé par le député Marcel Esdras, qui était un progressiste, et qui progressivement était un petit parti à droite, mais c'était un progressiste. Alors, tout ça pour vous dire que, pour revenir à la déclaration de Bastère, on s'est méfié de Mme Chouchevry en France. Alors, pour revenir justement au jugement, parce que le dossier de l'Assemblée unique avait été porté devant le Conseil d'État. Là, vous avez c'est le journal du Sénat, hein, le journal du Sénat. Le journal du Sénat numéro 51 du 10 avril 1984. Et que dit le Sénat, que dit ce rapport? Il y a eu donc le projet d'Assemblée unique, et ce projet a été vivement combattu par les défenseurs de la thèse départementaliste, considérant qu'il méconnaissait le principe d'assimilation évoqué plus haut. Ainsi, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi, donc la loi de l'Assemblée unique, non conforme à la Constitution au motif qu'elle viole le principe de l'assimilation du département d'outre-mer au département de la métropole consacré par l'article 72 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a en effet décidé
que le statut des départements d'outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains, sous la seule réserve des mesures d'adaptation que peut rendre nécessaire la situation particulière de ces DOM, et que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de conférer au département d'outre-mer une organisation particulière prévue par l'article 74 de la Constitution pour les seuls territoires d'outre-mer. Le projet d'assemblée unique ayant été annulé, le gouvernement déposera un nouveau projet, qu'on n'a jamais vu arriver d'ailleurs. Et en France métropolitaine, on a eu quelques méfiances vis-à-vis de Mme Chevry, avec sa déclaration de Basse-Terre. Et voilà un article qui est apparu dans le France Antilles de Martinique. Thierry Jean-Pierre, qui était juge, mais qui était aussi député. Thierry Jean-Pierre, député européen, trésorier de démocratie libérale. Nous sommes farouchement anti-indépendantistes. C'est dans un journal, le France Antilles de Martinique, numéro 10303 du 28 mai 2001. Que dit Thierry Jean-Pierre? Thierry Jean-Pierre, député européen, trésorier de démocratie libérale, est venu constituer la fédération martiniquaise de ce parti en Martinique. Quelle base idéologique démocrate libérale va s'implanter en Martinique? Nous sommes avant tout des libéraux. Nous donnons en conséquence beaucoup d'autonomie à nos fédérations qui ont la liberté de développer les thèmes qui leur tiennent à cœur. Libéraux, nous le sommes au sens du terme, c'est-à-dire que nous ne craignons pas de nous confronter à la pluralité des idées. Pour l'outre-mer en général, je rappellerai quand même quelques-unes de nos convictions fortes. Nous avons été les pionniers de la régionalisation et nous nous sommes attachés. Nous croyons aussi qu'une réforme constitutionnelle est nécessaire pour laisser le plus de liberté possible aux régions. Enfin, sur le plan politique, nous sommes farouchement anti-indépendantistes. Tout le monde sait que l'indépendance serait une catastrophe pour les DOM. Nous sommes attachés à leur rattachement à la France. Libéraux, nous le sommes également sur le plan économique. Depuis 1946, les économies domiennes sont en échec. Il faut faire sortir de cette économie d'assistance et s'ouvrir sur la région caribéenne. Je vais m'arrêter ici parce que le temps est compté. Alors, bien entendu, vous savez que quand l'Assemblée unique est passée, tout le monde était heureux, on sentait heureux qu'on allait enfin avoir une Assemblée qui remplace le Conseil général et le Conseil régional. Et quand le débat s'est porté pour le vote de la déclaration de Basse-Terre, il y a un monsieur, un toublion, avait-on dit. Il s'agissait de M. Ibo Simon. Avant le vote qui devait avoir lieu le 7 décembre 2003, Ibo Simon a sorti un document, voilà, qui disait « Votons non ». Et il expliquait pourquoi il fallait voter non pour la déclaration de Basse-Terre. Voter non, c'est conserver le statut de département français et ne pas devenir une collectivité territoriale telle que Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon. Voter non, c'est continuer à exister au sein de la communauté économique européenne en qualité de région ultrapériphérique pour bénéficier davantage dont une collectivité territoriale n'a pas droit. Voter non, c'est avoir la certitude de conserver nos acquis sociaux garantis par le département. Voter non, c'est avoir l'assurance de pouvoir désigner de nouveaux conseillers généraux ou régionaux en mars 2004 et donc d'assurer la bonne marche de la démocratie alors que dans le cadre d'un changement statutaire,
il faudra attendre novembre 2004 avec un mode de scrutin encore inconnu. Voter non, c'est refuser d'aller voter avec un bandeau sous les yeux pour une loi organique qui n'est pas encore rédigée, mais dont on veut nous faire croire qu'elle serait un remède miracle. Voter non, c'est avoir compris que nos problèmes ne sont pas causés par les institutions, mais par l'incompétence et le manque de volonté et le courage de nos dirigeants guadeloupéens. Voter non, c'est savoir que le pouvoir dont dispose la région sont déjà renforcés et encore renforcés par la loi Raffarin, comme pour toutes les régions de la République française, mais qui ne sont pas employées correctement par nos élus. Voter non, c'est refuser d'engager l'avenir de nos enfants dans une aventure douteuse proposée par des élus n'ayant aucun bilan positif à faire valoir. Voter non, c'est savoir que notre choix serait irréversible puisqu'il n'y aura plus d'autres consultations électorales à ce sujet, donc pas de possibilité de faire marche arrière. Tous ensemble, le 7 décembre, votons non, nous bien, à nous pas demander diable pour nous. C'était Libo Simon qui avait écrit ça. Et la loi, la fameuse déclaration de Bastère a fait un plouf, parce que le peuple guadeloupéen n'a pas voté pour. Le peuple guadeloupéen a voté contre. Et donc, la déclaration de Bastère, c'est l'échec pour Mme Michaud-Chevry. Alors, je rappelle que j'avais dit depuis ma première intervention concernant Mme Michaud-Chevry que je ne m'intéresse pas à ces débats judiciaires. J'ai expliqué pourquoi. J'ai un devoir de réserve puisque je suis un magistrat à temps partagé. Donc, je dois respecter toutes les conventions qui sont faites pour que les juges respectent la loi. Donc, les affaires judiciaires de Mme Michaud-Chevry ne me concernent pas. J'ai reçu plusieurs appels. Monsieur Montpierre, pourquoi vous ne parlez pas de... J'ai dit non. Et je le répète ici, ce n'est pas la peine d'insister. Je ne le ferai pas. La vie privée de Mme Michaud-Chevry ne me concerne pas. Sa vie politique uniquement, et probablement nous aurons à faire un autre volet. On verra, parce que je reçois régulièrement des informations. Et on verra. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. Il ne faut jamais oublier que l'homme politique est l'homme politique, mais il a aussi des enfants et des petits-enfants. Quand on respecte l'homme politique, on respecte aussi toute la progéniture, et c'est ce que je fais. Je ne suis pas un homme politique, je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais cherché à devenir un élu, quoi qu'on me l'ait proposé à plusieurs reprises. Ça ne m'apporterait rien d'être un élu de la Guadeloupe. Les missions que j'ai sur le plan international me suffisent largement. Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, je suis toujours très heureux de vous rencontrer. Et malheureusement, le temps est malgré tout assez court. On se donne rendez-vous samedi prochain. J'espère vous retrouver en bonne santé. N'oubliez pas les préconisations de l'ARS. Portez le masque, les distances. Même si vous êtes vacciné, faites précaution. Au revoir à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.